Vision poétique du monde. La question des visions poétiques du monde, que nous avons traitée au début de l'année, demande de connaître plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut connaître toutes les règles de versification. Dans un second temps, être au fait de l'évolution des pratiques littéraires et de leur incidence sur les formes et les thèmes abordés en poésie. Enfin, il faut comprendre les enjeux et les conséquences de l'écriture poétique du monde. Faisons un rapide point sur la versification. Un poème ne peut pas uniquement se définir par sa forme. Le genre de la poésie se définit par la recherche littéraire de la musicalité d'une langue. Souvent, vous avez entendu que la poésie est composée de vers, ce qui est vrai, mais pas toujours. Néanmoins, vous devez parfaitement connaître les règles de versification afin d'être capable d'analyser tous les textes. Un vers équivaut à une ligne de poème. Ce n'est pas forcément une phrase à part entière, mais le vers doit être cohérent même s'il est lu seul. Ces vers sont, classiquement, composés d'un rythme régulier de syllabes, que nous nommons pieds. Un vers de 12 pieds est nommé alexandrin. Un vers de 10 pieds est un décasyllabe et un vers de 8 pieds un octosyllabe. Le vers le plus couramment utilisé dans la poésie classique est l'alexandrin. Ces vers sont généralement regroupés en strophes. Ces strophes peuvent être composées de 2 vers, on parle alors de distique, de 3 vers, on parle alors de tercé, ou de 4 vers, d'équatrain. Un sonnet, c'est-à-dire la forme la plus classique de poésie, sera lui composé de 2 quatrains suivis de 2 tercés. À la fin de chaque vers, la dernière syllabe du dernier mot permet de créer la rime. Il existe 3 schémas de rime. Des rimes suivies, qu'on écrit A, A, B, B, les rimes croisées, A, B, A, B, et les rimes embrassées, A, B, B, A. Ces schémas sont pensés en respectant le modèle du quatrain. Puisque la poésie est définie par la recherche littéraire de la musicalité d'une langue, les poètes ont recours à des figures de style pour faire sonner les mots. On en relèvera 3. L'allitération, qui est la répétition d'une même consonne à l'intérieur d'un vers ou d'une strophe, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. L'assonance, qui est la répétition d'une voyelle à l'intérieur d'un vers. Et enfin, l'harmonie imitative, qui est plus difficile, qui est une allitération ou une assonance qui tente à mimer le bruit de l'élément dont il est question dans le vers. Et la première citation que je vous ai faite est en fait également une harmonie imitative. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, on a le ce qui imite le bruit du serpent. En plus de la recherche de la musicalité, la poésie tend également à faire émaner des images mentales créées par des associations. Ainsi, les poètes aiment faire de nombreuses comparaisons, métaphores et métaphores filées. Puisqu'il s'agit de comprendre les visions poétiques du monde, nous comprenons déjà, par cette entrée en matière sur la versification, que les poètes sont sensibles au monde qui les entoure et qu'ils essaient d'en faire émaner les images et les sons. Pour les classiques, les œuvres d'art doivent être fidèles à la nature, car elle a été créée parfaitement et que l'homme ne saurait faire mieux. Voilà pourquoi les artistes s'attellent à faire des œuvres à l'image de la nature, les plus fidèles possibles. On parle alors de mimésis. Mais les siècles avançant, l'homme a pris quelques distances avec cette représentation exacte de ce qu'il voyait, et il a trouvé le beau dans sa création. Ainsi, au XIXe siècle, pour Arthur Rimbaud par exemple, ce qui est beau, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi l'œuvre humaine, et dans Ma Bohème, le poème Ma Bohème, c'est l'acte de poésie en lui-même qui est beau. Et je cite « Comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. » Ces 2 vers, extraits du dernier tercet du poème, sont la preuve du double sens évoqué par Rimbaud. Certes, la nature est présente dans son poème de vagabondage, mais ce n'est pas elle qui a le beau rôle, c'est la poésie, et c'est plus précisément le lyrisme. Le lyrisme renvoie à l'histoire d'Orphée qui, ayant perdu sa belle Eurydice morte le jour de leur mariage, part la chercher aux enfers. J'en ai déjà beaucoup parlé, je fais ici appel à vos souvenirs. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est à quel point poésie et sentiment sont liés. Difficile de trouver un poème objectif.
c'est la subjectivité qui prime, d'où la vision poétique du monde, puisque le poète donne toujours à voir la manière dont il perçoit ce qui l'entoure. Avant Rimbaud, Baudelaire avait déjà bousculé les codes de représentation de la nature. Il avait choisi de représenter le lait, alors que la littérature s'est souvent, et c'est longtemps, attachée à représenter le beau et le noble. Lui, au contraire, met en lumière l'ignoble pour montrer également la valeur poétique. Son credo aurait pu être « tout est potentiellement beau », puisque tout dépend du regard que l'on porte sur la chose dont on parle. Prenons l'exemple du poème Une charogne. Pour mémoire, une charogne est un animal mort que l'on trouve souvent en bord de route ou à travers champs et que les charognards, ces oiseaux carnassiers, n'ont pas encore dévoré. Jugez si le sujet semble se prêter à la poésie. Relevons-en quelques vers. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, la puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Carcasse et superbe, c'est un oxymore, c'est-à-dire deux idées contraires qui sont posées côte à côte. Grâce à cela, le poète montre la beauté du monde dans son entier, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'admirer la nature et ses beaux paysages, mais bien de la peindre dans son entier, de la représenter dans toutes les beautés de son cycle. Avançons dans le temps. Blaise Cendrars, en 1913, écrit la prose du Transsibérien ou de la petite Jeanne de France. Le poète voyage en train et cherche à donner à son lecteur l'expérience visuelle et sonore de son voyage. Il ne s'agit plus dès lors de donner à voir la nature, mais bien de partager une expérience de vie, un moment passé. D'ailleurs, le vers ne suit plus le rythme classique, il va au rythme du train, et on rappelle que le train est une machine créée par l'homme. Rien de naturel donc. Je cite « Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix des essieux grinçant sur les rails congelés. Et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel, les vitres sont givrées, pas de nature. » Ce dernier vers sonne le glas de la poésie classique. Pas de nature. Non, il ne s'agit plus que de la poésie de l'humain, de cette poésie créée par l'homme, à partir des bruits des hommes, de leur ville, de leur labeur et de leur création. C'est ainsi que Francis Ponge, quasiment 30 ans plus tard, en 1942, joue et s'extasie des objets du quotidien, de ces objets avec lesquels il joue, qu'il nomme objeux, et desquels il s'émouvoit, il les appelle objoie. Ainsi, le pain, façonné par l'artisan, se retrouve thème central du poème, et la vapeur se renverse. La nature ne fait pas la poésie, c'est la poésie qui va recréer la nature. Je cite, « La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. » Le vers également disparaît, au profit uniquement du son et de l'image mis au service du sens. Et des sens. C'est un poème sensuel, c'est-à-dire que c'est un poème qui fait appel à tous les sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, bref, vous connaissez. Francis Ponge, grâce à cet objet créé par l'homme, donne une vision du monde, une vision que l'homme dévore chaque jour et on dirait que l'homme fait entrer la poésie dans le quotidien. En somme, pour résumer l'ensemble, le poème se dégage et se détache progressivement de son carcan, devenant en lui-même un objet de fascination. Les poètes donnent à voir la manière dont ils perçoivent le monde, ses couleurs et ses sons. Il est donc éminemment subjectif.